Malheureusement, je plante ma victime de 7 coups de couteau. C'est hardcore pour un petit de 15 ans, quoi. C'est un peu même beaucoup hardcore. C'est pour ça que j'ai pas pu plaider ni légitime défense ou quoi. Tala contre Daesh, c'est le titre de ton livre. Tu es confronté à un chantage mêlant terrorisme et service secret. Face à ce dilemme, tu dois choisir entre la vengeance et la sagesse avec le seul but de sauver ton fils. Tala. J'aimerais que tu te présentes pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Zinedine. Plaisir partagé. Moi, je m'appelle Zinedine Arabe, jeune écrivain de 37 ans, originaire de Dreux, à D'accord. l'ouest de Paris. Et ton enfance et le divorce de tes parents, comment ont-ils marqué ton parcours vers la délinquance? Bah, au début, ça se passait bien. J'ai déménagé dans un quartier qui est connu à Dreux, qui s'appelle le quartier des Battes. On vivait tous ensemble, vraiment. Il y avait un vrai état d'esprit. Il y avait des anciens pieds noirs, des Sénégalais, de tout, des Nord-Maghrébins, et ça se passait super bien. Il y avait un côté familial dans ce quartier-là. Et du fait que j'étais originaire de ce quartier-là, c'est par rapport à un second déménagement que je vais rencontrer tout ce qui est violence scolaire avec tu viens de tel quartier, tu vas faire ça, on va te mêler. Et c'est là qu'on va dire que mon Et ça, enfance, ça c'était va bien à basculer. Dreux, hein. C'était bien Dreux toujours. Et du fait de ça, on va dire que après ma vie elle va prendre un autre tournant par rapport à ces violences scolaires-là qui vont monter crescendo et qui vont avoir une issue tragique à un moment donné de ma vie, quoi. Tu as été malheureusement condamné pour homicide lorsque tu étais encore qu'un adolescent. Tu peux nous dire pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à cette situation? Ben, justement, c'est un second déménagement. Des fois, on est issu de quartiers ou de contrées en France où ça se déchire pour un nom de rue dont on n'est même pas la signification des fois. Et je vais déménager dans une autre zone de Dreux. Et du fait, au collège, c'était mec qui vient des battes. Au début, c'était bon enfant, c'était du bisoutage, des trucs comme ça. Puis après, ça devient de la violence gratuite ou de la méchanceté. Et après, on se bat, mais on peut pas se battre contre plusieurs personnes. On n'est pas des Jackie Chan. Et malheureusement, il y a des termes aussi. Il y a des termes quand on est issu des ghettos, des zones défavorisées, des zones de non-droit, comme on aime le dire. On banalise le mot je vais te tuer. C'est un truc, même un gamin, il peut le dire ça. Et il se rend même pas compte en vrai de ce qu'il dit, mais il peut le dire et il peut faire en sorte de passer à l'acte. Et la frontière, elle paraît incroyable en vrai d'un point de vue extérieur, Mhm. mais la frontière, Elle est minime. elle est minime en vrai. Entre la haine de dire je vais tuer quelqu'un de votre quartier et le fait de passer à l'acte, Il n'y a pas euh, une grosse il différence n'y a pas, il y a pas une forcément. grosse différence. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans autre chose, on est dans l'associatif pour prévenir de ça. Mais je veux dire par là, ne serait-ce que le terme je vais tuer, c'est un terme Fort. dans les ghettos, on l'emploie à outrance, malheureusement. Et quand la réalité elle dépasse la fiction, comme ça m'est arrivé, bah, en vrai, moi j'avais fait ma scolarité donc, du collège à proximité de ce quartier-là, où il y avait ce problème. Mais au lycée, retournement de situation, le lycée il est au cœur du quartier où j'ai grandi. D'accord. Du fait, euh, du fait pour des buts lucratifs, mais à 2 balles, parce qu'en vrai, quand tu as 15 ans, t'es dans le stup, mais tu vends quoi? Tu vends 5-10 barrettes par jour. Mhm. Ça va aux oreilles même des plus grands de ce quartier-là, et du fait, ils enjoignent les petits à me forcer à vendre leurs stupéfiants sans aucun bénéfice. Et en vrai, moi, je refuse, parce que je vais pas être votre esclave, en vrai, ça n'existe pas ce que vous me dites. Et devant mon refus, après, il y aura encore des petites échauffourées. Et après, je le raconte dans le livre, ça va monter crescendo et jusqu'à que je vais commettre l'irréparable et je vais commettre un homicide à 15 ans. Mais moi-même, avec du recul, j'ai pas de raison c'est grave d'enlever la vie à quelqu'un. C'est grave, surtout Et quand on est t'avais petit. menacé, c'est bien ça, Ouais, Zinedine? il y avait des menaces ouais, oublie pas que, Et te forcer hein, directement à ouais, travailler pour c'était. eux? Il y a pas de limite, hein. Les enfants, ils sont parfois cruels entre eux, hein. Mhm. Ça fait des calculs. Tu as de la famille qui sont à l'école, au collège, du côté de chez nous. Fais attention, réfléchis bien. Et te faire menacer soi, c'est une chose, mais te faire menacer Ta famille? ta famille, ta petite frangine ou quoi, Mhm. tu t'as pas les bagages nécessaires pour réagir par autre que la surenchère de la violence. D'accord.
À ce Et t'as moment-là réagi de sur le ma vie, qui-vive, on peut dire. j'ai réagi sur le qui-vive et j'ai commis un homicide volontaire à 15 ans et ça m'a valu de passer aux assises. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé, à part les menaces, bien sûr, parce que comme tu disais tout à l'heure, dans les quartiers, parfois, ou même ailleurs, on peut menacer de mort à tout va, sans forcément prendre conscience de ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris les choses à cœur jusqu'au point d'aller Bah, tuer une personne? on a grandi un peu dans la surenchère de la violence. On a grandi dans un environnement où t'as pas le droit d'être faible. Où on te met une claque, faut que tu mettes un coup de poing, on te met un coup de poing, faut que tu sors un schlass, on te sort un schlass, faut que tu sors un calibre, on te sort un calibre, faut que tu sors la AK. C'est Et en vrai, on a grandi dans la surenchère. la surenchère de la violence. Le plus fort, c'est celui qui terre à son adversaire. C'est pas celui-là, tu vas pas aller au commissariat porter plainte, dire ouais, on me force à vendre des stupes, pourquoi ça n'existe pas? Mm. Collège, des fois, ça se bat à la sortie du collège. Et t'as vu, il y a des professeurs, c'est des professeurs, ils sont âgés de ça, mais ils sont un peu lâches, frérot. Ils voient que tu te bats contre 5 6 personnes, à la fin, tout le monde y te mêle et que eux, ils vont pas aller témoigner pour toi, direct quand même. Le petit, là, s'est fait malmener à une sortie de cours Mm. ou un signalement, quoi. Il n'y a pas de ça. Parce que eux-mêmes, C'est devenu banal pour eux, tu penses? eux-mêmes, ils travaillent à proximité du quartier, donc ils ont peur pour leur avenir, pour leur job, pour leur profession, et ils se protègent, mais tout le monde tire la couverture. Mais par contre, quand j'ai commis l'irréparable, il n'y a personne qui est venu témoigner pour moi aussi. Tu vois. Personne qui va dire, ah ouais, quand même. Il a été menacé aussi Ouais, il a été T'étais même en danger, on peut mêlé. dire. Parce que, en Ouais, quelque mais sorte, je me victimise pas, parce qu'en final, j'ai fait pire que mes pseudo-bourreaux. Mhm. En fait, je suis parti plus loin qu'eux, avant eux. Donc en vrai, il n'y a aucune victimisation, il n'y a aucune fierté. Et Zinedine, avec tout le respect que je te dois, pourrais-tu nous expliquer comment ça s'est passé? Si tu veux bien en parler, bien sûr. Bah déjà, moi, comment je rentre dans le deal, c'est un effet en concours circonstance. Des choses vraiment dissociées de mes parents. J'avais encore mon père à l'époque, Que dans repose en son paix. âme. Donc, je peux pas aller en Algérie. Un été comme ça, c'est l'été 2002, je peux pas aller en Algérie. Il y a plus de place pour moi. C'est bouquet. Ça y est. Et du fait, faut savoir que j'ai grandi en France dans les années 90. Nous, la communauté algérienne, on n'allait pas dans notre pays. Justement, par rapport à des faits de terrorisme, nos parents, ils allaient solo. Moi, j'ai le souvenir, ma mère, elle disait, bon, moi, je me fais tuer toute seule, je me fais pas tuer avec mes enfants. Mhm. Moindre mal. Mhm. Et du fait, j'ai pas du tout connu l'Algérie dans les années 90, quand les voisins tunisiens, marocains ou subsahariens, ils allaient dans leur pays, nous, on connaissait pas ça, parce que c'était hardcore, l'Algérie, dans les années 90. Et, euh, et du coup, ce cap-là passé, début 2000, je suis trop content d'aller, d'arriver au but, j'ai envie de dire. Et en vrai, je peux pas y aller pour des choses dissociées à la volonté de mes parents, un concours de circonstances qui a Mhm. vraiment rien à voir avec leur volonté. Je finis en Normandie, chez ma grande frangine. Et en vrai, au quartier, bon, on parle, les Normands, c'est quelque chose, hein. Du cidre et du bédo là-bas. Et je commence le deal là-bas. Au début, c'est une plaquette, je coupe quelques barrettes et je vais sur les points de rencontre des petits jeunes de Normandie. Et j'ai commencé à Lisieux, dans le Calvados, avant du cannabis. J'ai même pas commencé en bas de chez moi ou dans ma ville, parce qu'on avait peur aussi du truc, hein, on va le dire à ton grand Ouais, du frère, ça va regard des aller autres. Ouais. du regard des autres et tout ça. C'était pas une fierté, Et contrairement à non, aujourd'hui. non, non, c'est pas du tout une fierté. Mhm. Tu te caches. Moi, je suis de la génération, tu vends pas du cannabis en bas de chez toi. C'est ta mère, le premier qui va te savater, c'est ta maman. Mhm. Ou ton grand frère, ou je suis de cette génération-là, où tu commets pas le délit en bas de chez toi. Et justement, je suis désinhibé parce que je le fais en Normandie. Et je commence à rentrer dans ça. Les premières barrettes vendues, les premiers joints aussi fumés. Et première relation charnelle, premier tout en vrai. Mhm. À la rentrée scolaire, justement, je me dis, ah, franchement, je suis dans un lycée, il y a un internat, il y a des gens de la campagne, c'est un endroit propice pour vendre. Et en vrai, je suis en BEP chimie, la concert des orientations, on nous a ramené là-dedans. Et en vrai, on est en cours, il y a des becs benzène, c'est des bouteilles de gaz et tout ça.
qui servent à la base pour la chimie. D'accord. Et en vrai, nous, on voit le trafic de stupes à travers ça. On voit même pas le métier de chimiste. Hmm. On voit découpage de bédo ou baser de la cocaïne par la suite, parce qu'après, ça augmente. Après, pour ça, j'aime pas le terme de drogue douce. Parce que drogue douce, tu légitimes la vente et la fumette, et Tu après, ça minimises, bascule ok. dans la drogue dure, parce qu'après, il y a des clients de bédo, ils demandent de la coco, de la cocaïne, et de là, après, même si tu es contre à la base, l'appât du gain, tu vas commencer à vendre ça. Mais je veux dire par là que je suis dans un BEP chimie, je commence à vendre du stupéfiant au sein de notre classe. Il y a des fois, il y a des clients, ils viennent en plein cours. C'était, c'était quelque chose à l'époque, c'était le lycée Maurice Violette. Et il y avait des gens qui cherchaient notre classe, elle était dans quelle salle de cours, juste pour venir pécho. En plein C'était milieu du cours, en plein milieu du Zinedine. cours, les gens, ils venaient. Et j'ai des souvenirs où, ouais, avec mes potes d'enfance, c'était comme ça. C'était vraiment. C'était pas pour la gloire. Nous, c'était vraiment. Il n'y a pas d'argent pour aller le samedi à Clignancourt Hmm. voir Alpha 520 et toute l'équipe. Et on faisait vraiment ça pour manger un petit truc sur Paris, s'acheter une petite paire de baskets. C'était pas Hmm. des. À la base, c'est ça le trafic de stupes. C'est pas pour. Pour Tu faire des trafiques pas millions. pour des millions. À la base, c'est pour manger, pour Hmm. s'habiller. Hmm, hmm, hmm. C'est pas pour autre chose. Mais malheureusement, après, ça monte dans des cas de violence qui dépassent beaucoup de gens, je pense. Ouais, excuse-moi Zinedine, on va juste rétrograder un petit peu. J'aimerais, sans indiscrétion, nous expliquer cette journée-là où tu as commis ce meurtre. Irréparable, ouais. Exactement. Je vais chez moi, comme d'habitude, je sors du lycée. Et en vrai, il y avait deux mecs donc de ce quartier-là qui m'attendaient, tout ça, toujours dans la même optique pour que je vende leur stupes de force, tout ça, ce qui n'est pas faisable à la base, mais ce qui se démocratise malheureusement aujourd'hui. Et je dis, ouais, vous en avez pas marre, tout ça. Bref, ça part un petit peu en échauffourée. Et malheureusement, je plante ma victime de 7 coups de couteau. C'est hardcore pour un petit de 15 ans, quoi. C'est un peu même beaucoup hardcore. C'est pour ça que j'ai pas pu plaider ni légitime défense ou quoi. Parce que légitime défense, c'est une violence qui est proportionnée À la à la violence que personne tu reçois. Ouais. que tu as en face de toi. Donc déjà, je l'ai pas plaidé. Il n'y a pas idée de plaider ça. Et, bah, après, le copain du mec, il cavale, en vrai, tu vois. Il y a personne qui reste devant malheureusement le côté hardcore de la rue. Il n'y a plus beaucoup d'amis. Et moi, en vrai, même en vrai, de vrai, et je ne dis pas ça pour m'acheter une bonne conscience, je me dis, je l'ai blessé. Je me dis, je l'ai pas tué. Ok. C'est parce que c'est pas mon intention, en vrai. Vous me faites des trucs de foot depuis que je suis en sixième. Maintenant, là, j'ai 15 ans. Ça commence à m'embêter. Et je vais vous faire un truc de fou, pire que vous me faites depuis que j'ai 10 11 ans, tu vois. Et comment je le sais? Parce que bah, après, bah, déjà, garde à vue, le truc logique, c'est garde à vue. Et Tu en sais vrai, toi qui t'es rendu, Zinedine, ou ils t'ont attrapé juste après les faits? ouais, juste après les faits, en vrai, je rentre chez moi, je me rappelle, à l'époque, on écoutait 45 scientifiques. Et je mets, pas pour faute de jeu de mots ou quoi, c'est repose en paix. Je mets un morceau d'à l'époque qui est connu. Et à l'époque, c'était des CD, et je mets ça, et, et je suis posé normal, comme si j'ai rien De fait, rien alors n'était, que, comme si t'étais comme si de pas, rien n'était, à ce quoi. moment-là, t'étais pas conscient Non, de j'étais ce pas que t'avais conscient. fait. Je me dis, je l'ai blessé gravement, mais j'ai pas tué quelqu'un. Je suis interpellé, je vais en garde à vue, donc, et en vrai, première perquisition, et c'est le commissaire de l'époque, il me dit, bah, il me dit comme ça, il me dit, bah, ton copain de tout à l'heure, en vrai, il est mort. Mais moi, je le crois même pas quand il me dit ça. Moi, pour moi, je lui dis le pourquoi du comment de Hmm. l'embrouille, voilà, comment ça s'est passé, tout ça. J'arrive en perquisition, il y a rempli de CRS, ça me dépasse. Tu vois, les CRS, on les voyait que dans des cas précis, tout ça. Quand il y avait des émeutes ou quoi, générales, on va dire. Ne ramène pas des CRS pour une affaire. Hmm. C'est là Après, où t'as pris conscience que ça commençait à devenir bah sérieux. là, dès que j'ai commencé à voir les Hmm. CRS, j'ai dit, ouais, C'est eux, ils viennent bizarre. pas pour des petites échauffourées, tout Hmm. ça, tu vois. Ils viennent pour des vraies émeutes, des vrais trucs, ou pour
mettre en garde face à Mm. l'émeute. Parce que ils savent qu'après, il y a le côté représailles derrière. C'est pour ça que je vois ça. Après, il y a aussi quoi? Je sais pas si ça vise la police, mais ils vont jusqu'à ils vont jusqu'à dans le quartier de la victime. Mhm. Je sais pas si ils font exprès, s'ils se trompent. Et moi, je calcule pas en vrai. J'ai ramène moi le cheveu, tu vois. J'étais vraiment en l'air. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, le cerveau, il n'est pas fini d'être construit. J'avais pas la lumière à tous les Mhm. étages. Et quand tu consommes 15-20 joints par jour, tu as encore la lumière, elle s'éteint. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Lumière Noire Production. Vous êtes plus nombreux de jour en jour à vous abonner sur notre chaîne. Déjà, je tenais à vous remercier. Nous sommes avec Zinedine qui va nous raconter son histoire, qui nous raconte son histoire incroyable et très touchante. Merci de vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr de toujours mettre des commentaires. Merci beaucoup. Zinedine, pourrais-tu nous raconter le premier jour où tu as été à Bois d'Arcy, vu que tu n'as jamais été en prison? Quel était ton ressenti le premier jour? Bah déjà, le Bois d'Arcy, à l'époque, c'était très différent du contexte d'aujourd'hui, parce qu'il y avait le quartier mineur. Maintenant, ça a disparu à Porcheville. Et du fait, j'arrive en détention, et à l'ancienne, ouais, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup hiérarchisé. Tu trouves les blacks avec les blacks, les maghrébins avec les maghrébins, les roumains entre eux, et le reste, ils se démerdent. Et en vrai, moi, je casse tous ces codes-là, parce qu'en vrai, j'arrive, meilleur pote, c'est un mec que je mentionne, qui est un vrai mec à qui je passe un grand bonjour, Roussy, de Mantes-la-Jolie, du VF. Ils me disent, mais c'est quoi ton mandat de dépôt? Je leur dis, j'ai tué quelqu'un, j'ai rien à voir. Moi, j'ai pas tué. J'ai fait un acte de violence, mais de là Et je descends le mandat de dépôt, il me dit, et je me rappellerai toute ma vie, il me dit, Inch'Allah, t'as pas tué. Et en vrai, il me dit, non, on peut pas mentir, mandat de dépôt. Frérot, t'as éliminé quelqu'un, c'est grave. Là, tu vas passer aux assises et tout. C'est là que je me rends compte un peu. Mais après, il y avait un côté bien et un côté mauvais dans Bois d'Arcy. C'était que il y avait les majeurs à proximité, en haut de nous, tout ça, au bâtiment jeune, A et B. Ça veut dire qu'il y avait des majeurs bienveillants dans la bienveillance, mais il y avait le côté aussi hiérarchisation dans la détention et surenchère de la violence aussi, parce que au majeur, il y a des braqueurs, il y a des mecs du 9-5, 78, un peu partout, place des T'as des fêtes, gros 20e, trafiquants, t'as des gros des... trafiquants. Ça veut dire c'est l'école du crime aussi. Et malheureusement, nous, les gros mineurs, d'ailleurs, j'avais un, un d'eux juste avant de venir, qui est de Vitry, et qui était incarcéré pour braquage à l'époque. Malheureusement, nous, c'est les grosses peines, surtout les 6 ans, 7 ans, 10 ans Mm. mineurs, c'est des grosses peines. Et, euh, et tu te familiarises avec le crime, en vrai. Parce que il y a l'autre qui est là pour braquage, ça veut dire, tu sais que dans le 9-4, tu peux avoir des armes pas chères. Il y a l'autre du 9-1 qui ont fait des rixes, parce qu'ils étaient dans les rixes aussi. Beaucoup dans le 91. Et 78, pas trop. Avant, à l'époque. Mhm. Chanteloup, les Mureaux, Mantes-la-Jolie, tout ça. C'est un endroit, t'as pas le droit d'être gentil, en vrai. C'était Parce ta que, première impression que t'as eue? bah, t'es gentil avec ceux qui sont gentils avec toi, mais si des gens ils te voient être trop gentils, Bois d'Arcy, avant, à l'époque, pour ça qu'ils l'ont enlevé, le quartier mineur, c'était plus chaud que chez les majeurs. Chez les majeurs, t'entendais pas, ça se plante Mm. en cours de promenade. Nous, ça se plantait normal en cours de promenade. Ça, d'ailleurs, ce qui T'as va assisté à des m'a- violences là-bas, qui étaient je violentes? vais être même auteur de ça, ce qui va me valoir un transfert disciplinaire à Nanterre par la suite. Tu peux nous parler un peu de ce jour-là qui s'est mal passé, ou même plusieurs jours, plusieurs périodes peut-être? Un exemple, il y avait un ancien des Mureaux que j'ai revu qui s'était fait voler son téléphone par un mineur Oui, qui était la nourrice. J'en parle un peu dans le livre. oui, oui, tiens, l'affaire du téléphone. Et en vrai, comme je suis un peu comme à hauteur des majeurs, je suis un peu le mineur qui contrôle la zone au niveau des mineurs. Et ils croient que je suis de mèche avec le vol de téléphone, alors que pas du tout. Mm. Et j'étais en formation à la base à l'époque. J'avais Mécanicien? formation mécanique, tout ça. J'avais fait électrotechnique. Ça ne m'avait pas trop plu. J'aimais bien tout ce qui est mécanique. On réparait des petites Super 5, des petites Safran. Ça nous faisait plaisir. Et ça nous faisait me rentrer un petit pécule par mois. Et en vrai, des mecs si ma mémoire est bonne, des mecs du 91 et du 77, ils volent le téléphone. Moi, je leur dis de coopérer de rendre le téléphone, parce que le major au-dessus de nous, c'était pas un tendre. C'est un ancien des Mureaux. Big up à lui, violon. Et en vrai, ils veulent pas rendre le téléphone, ils sont récalcitrants, ils sont déterminés. Je leur envoie un yo-yo, je leur dis si vous voulez l'accrocher, accrochez-le, sinon,
Après, la violence, c'est pas de ma faute. Les mecs, ils font les sourds d'oreille. Et le lendemain, à la douche, en promenade, je les ai tous plantés. Ils Je les étaient ai tous combien? plantés. Ils étaient peut-être, à l'époque, ils étaient peut-être 7-8. Il y a des témoins qui connaissent l'histoire. Heureusement, on avait des gradés très, 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 très bienfaisants. Ça veut dire que, en vrai, je vais à la douche. Ah, vous voulez pas rendre le téléphone? Coup de couteau, tout le monde. À la fin, promenade, coup de couteau, tout le monde. Et en vrai, ils m'isolent aux mineurs, hein. C'est chaud d'être isolé. Déjà, Ouais. prison mineure, Hmm. plus isolé mineur. C'est-à-dire que je me retrouve isolé mineur. J'avais que la promenade aérienne. Et le gradé, il me dit déjà, t'es là pour homicide. Tu plains des gens en promenade dans la douche. Là, les faits, je les transmets à un procureur. T'as une deuxième affaire. Mhm. Et je veux pas ton mal, parce qu'il se dit déjà, le mec, il a commencé sa vie par un homicide. Il est passé du lycée à l'homicide. Ça veut dire que je te rajoute une deuxième affaire. Sur 6 ans, tu vas prendre 3-4 ans en plus. À la fin, tu as 10 ans à faire. C'est pas bénéfique pour toi. Ils étaient quand même, il y avait, Mhm. et c'est un grade corse Ouais. que je rends un grand hommage, Le monsieur Péréni. Loporini. Monsieur Le Péréni. Exactement. Monsieur Loporini, qui est un grand monsieur. Après, les Corses, ils sont très Hmm. caractériels et très, très Hmm. principes. Ils ont du cœur. Ils ont du cœur de fou. Et comment justement tu as vécu le moment du procès et l'annonce du verdict? Moi, j'accepte. Frérot, je vais pas te mentir. T'étais prêt à Non, non, t'étais non, j'étais prêt? prêt. J'ai fait des actes. Moi, on m'a appris, tu payes ce que tu fais, tout ça. Mon père, pas son âme, il m'a beaucoup élevé dans ça. Il m'a dit, mon fils, il n'était pas du tout dans la violence. Mon père, il était Ouais. là, une première erreur. Tu vas en prison, tu crois que c'est la fête, tu me revois plus. Mais mon père aussi, il était dans la bienveillance. Ah, assume tes actes, mon fils, tout ça, t'as vu, tu vas passer en jugement. Et j'assume, t'as vu, je demande pardon à la famille, des vrais trucs que je regrette pas, que même par la suite, je réitère, parce que enlever quelqu'un, qui, peu importe qui que soit cette Mhm. personne, t'as enlevé quelqu'un à une famille, et un fils, un frère à des gens, et c'est pas bien, tu vois. Mhm. T'apprends, tu comprends la trajectoire du truc, mais je veux dire par là, c'est pas parce que moi je l'ai commis que je le légitime. Mhm. Je sais que c'est grave. Et Zinedine, tes parents, ils étaient présents le jour du procès? Ouais, ils sont venus, il y avait ma famille, tout ça. Après, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur que tu apprends au parloir ou par la suite. C'est ça le plus qui fait mal. Là, tu peux rien faire, vu que t'es enfermé, Tu etc. fais, tu, tu fais rien, mais malheureusement, après, heureusement, Ça malheureusement, continue. t'as de la famille qui Mhm. réagissent. J'en parle, j'ai mon cousin Cyril. euh, à la base, le frère de la victime, il veut se venger, mais mon cousin, à un moment donné, il y a des violences par rapport à ma famille, même, tu vois, ça va loin. Et, euh, et mon cousin, il braque le frère, il lui dit, tu vas rejoindre ton frère maintenant. Si tu restes dans cette ville-là, tu vas disparaître. Parce que c'est pas bien ce qu'il a fait, mon cousin, mais toi, là, c'est pas bien ce que tu fais, Mhm. là. Euh, Il y a ce truc-là, tu vois. Et t'apprends par la suite. Et ça augmente ta rage intérieure. Mhm. Parce que t'es en prison, tu peux rien faire, c'est lâche. Quelqu'un, il tape ton frère, il a rien à voir dans l'histoire. Mhm. Moi, j'ai un frère, il est malade psychologiquement. Là, Tu échappé. t'attaques à lui. Tu vois, t'es déconnecté Mhm. après. Il n'y a plus de level de next level dans la violence. Après, c'est celui qui a plus hardcore qui aura raison. Et ça va durer longtemps avant la remise en question, avant toutes ces choses-là. Et Zinedine, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant la famille de la victime? Beaucoup de regrets parce que tu vois une maman qui pleure, tu dis ça aurait pu être la mienne. Et puis de toute façon, en vrai, même la mienne, elle pleure, mais pas au même niveau, Mhm. mais beaucoup de repentance, beaucoup d'excuses. Parce que Parce en vrai, de vrai, même avec du recul, je dis ça, la victime des faits, ça aurait pu être mon pote grave, en vrai. Il n'y a pas les trucs de gamin, tu viens de tel quartier, tac, Mhm. où tu vas vendre notre bédo, parce que maintenant, tu n'es plus dans ton quartier, tu es proche de chez nous. Ça aurait pu être un ami d'enfance, un ami jusqu'à aujourd'hui. Zinedine, quel rôle a joué ton départ en Algérie et la naissance de ton fils Tala dans ta reconstruction? Moi, je rentre très tard dans l'islam, malgré que j'ai grandi dans une famille musulmane. Mais je pratique pas, je me mens pas moi-même. En fait, il y a l'épisode qui va surenchérir la violence quand je vais sortir de détention. Je vais être victime d'une tentative d'assassinat
qui vont me garder 3 balles dans le corps, où je vais en avoir 4, mais 4 impacts, mais j'ai toujours 3 balles dans le corps jusqu'à aujourd'hui, dont une derrière la nuque, en pleine tête. Et je vais rentrer dans la surenchère. Je voulais faire une formation, j'étais en formation vente. Je me disais, bon, je vais faire autre chose. Je vais un petit truc, un petit salaire, la sécurité de l'emploi, tout ça. Je suis encore jeune. Et en vrai, pour des choses totalement dissociées de ma volonté, je vais frapper mon agresseur qui va me ramener à l'hôpital. Et de là, ça va me faire survivre déjà, parce que j'ai failli vraiment mourir. Et du fait, j'arrive à l'hôpital, je faisais 98 kilos, j'étais pas maigre du tout pour 1,82 m et je vais perdre 30 kilos. Je vais perdre 30 kilos et je vais pas accepter parce que je vais avoir une, euh, une apparence squelettique sous morphine pendant des mois. Et c'est du fait que j'ai protégé une amie qui est devenue une petite amie et qui a été injustement interdit bancaire. Et je suis intervenu par rapport à ça. Et du fait, psychologiquement aussi, je vais partir en vrille. Après cette agression? Ouais, ouais, ça y est, porte ouverte à toutes les fenêtres. Trafic de stupes à outrance. Et après, je vais ramener des armes à feu à ma mère, au foyer familial. Et elle en aura marre de voir ce qui est 9 mm, 44 Magnum, 357, tout ça. Non, non. C'est pas sa vie. Ma mère, elle a été aide médico-psychologique toute sa vie. Elle cautionne pas ça. Les mamans, 95-98%, elles cautionnent pas ce chemin-là. Et c'est tout à leur honneur. Les mamans qui cautionnent ça, c'est horrible. C'est horrible, encore pire. Et du fait, à chaque fois qu'elle va trouver des armes de poing, elle va me dire, mon fils, moi je veux pas de ça, je veux pas de drogue, je veux pas d'armes. Chez moi, elle va me dire, un jour, je vais ramener ça à la police. Moi, j'y crois pas, je dis jamais à ma mère, elle va ramener une arme à feu à la police. Et en vrai, ce qui va me servir dans ma trajectoire, c'est que un jour, elle va appeler le commissariat de police, elle va donner un calibre 12 avec un sac de balles à ailettes au service de police. Je vais revenir chez moi pour essayer de récupérer le sac et l'arme. Et ma mère elle va s'enfermer dans sa chambre et je vais comprendre que je suis allé loin en vrai. Et je vais sortir de chez moi. Les policiers ils vont ramener des policiers qui vont venir du centre-ville et de la campagne. Parce que j'habitais une maison proche du centre-ville, dans un quartier cossu, proche du centre-ville de Dreux. Et en vrai, je vais prendre 1 an et les 6 premiers mois de détention, je ne vais pas parler avec ma mère. Parce que je ne vais pas accepter que ma mère elle m'a envoyé en détention. Et c'est à la suite d'un transfert disciplinaire, encore une fois, là c'était de Chartres à Tours. Et c'est même pas ni un musulman, ni un personne c'est un converti qui s'appelle Thomas, que je mentionne dans le livre, qui me parle d'islam. Il me dit, mais frérot, t'es super gentil, tout ça, t'as vu, si tu serais pas là, je pourrais même pas venir en promenade, presque, parce que c'est hardcore la détention, la promenade. Tout ça, il y a des mecs, ils sont pas cool, comme toi. Je dis, mais non, c'est cool, c'est pas Alcatraz, personne ne va te toucher ici. Et ce mec-là, il me dit, ouais, viens à l'activité, inscris-toi auprès de la direction, c'est archi structuré en détention, pour justement combattre le phénomène de radicalisation dans les milieux pénitentiaires. Il va me dire, fais un mot à la directrice, tout ça, t'inquiète pas, ils vont accepter que tu viennes à la mosquée. Je vais dire, qu'est-ce que tu me racontes mosquée, ça n'existe même pas en détention. Je fais Nanterre, Paris, Lyon, Bois d'Arcy, ou imam, ou activité mosquée vendredi. Et en vrai, un vendredi, il va se pointer devant ma cellule avec un surveillant qu'on appelle Monsieur Prap, qui était d'origine portugaise, que je mentionne aussi dans le bouquin. Il va venir, il va me dire, il va m'appeler par mon nom de famille, il va me dire, tu veux pas te convertir, tu veux pas passer une autre vie. Et en vrai, comme j'image beaucoup mon bouquin, j'ai pas fait de mots. Il faut demander à la direction a demandé au gradé, les gradés demandent au surveillant l'accord, parce que c'est des sujets super sensibles, surtout de nos jours. Et en vrai, il crame toutes les étapes, toute la hiérarchie. Le surveillant, ce mec, est ce détenu super bienveillant, avec qui j'étais aussi bienveillant. Et je lui dis, ouais, il me faut une douche, 5 minutes, tout ça, sinon ça va être opérationnel. Pour que j'y aille, sinon c'est mort. Et il me donne une douche. Une douche, c'est de l'art aussi. Parce qu'avant, on avait 3 douches par semaine. Maintenant, les douches sont en cellule, c'est totalement différent, dans beaucoup de détentions. Et en vrai, je vais tomber face à un imam super bienveillant et je vais lui parler de toute ma vie. Je vais lui parler de toute ma condition, toute ma psychologie de cette époque-là. Que j'ai moi-même tué, que j'ai failli tuer, que j'ai des balles dans le corps, que je suis dans le trafic de stupéfiants, même jusqu'en détention,
Si je peux mettre en contact un mec de ma ville avec un mec d'une autre ville pour qu'il écoule 30 pièces ou 2 valises ou quoi, et gratter mon petit surplus, même en détention, on ne s'arrête pas le trafic, malheureusement. Surtout que nous, on est de la génération, maintenant il y a le téléphone, il y a tout. Et cette imam-là, il va me faire prendre conscience de beaucoup de choses. Je me dis, mais ta mère, elle t'aime incroyablement. Tu te rends pas compte, elle a voulu que tu ailles en détention pour port d'armes, au lieu que tu recommettes un homicide en sachant que toi, t'as un sentiment de vengeance envers la personne qui t'a tiré dessus. Et que moi, je vendais du stup du matin au soir, c'était que pour l'éliminer et me barrer au Maroc ou dans une autre ville, m'expatrier pour d'autres raisons, pas du tout idéologiques. Et du fait, cet imam-là, il va me dire mais toi, tu veux que Dieu il te pardonne pour l'âme que tu as enlevée? Je lui dis ouais, parce que en vrai, t'es sincère. Il me dit mais pourquoi toi, tu pardonnes pas celui qui a essayé de te tirer dessus et qui t'a loupé, qui t'a ramené à l'hôpital en plus, comme tu me racontes? Parce que c'est atypique en plus, le mec qui tire dessus te ramène à l'hôpital. Et justement, Zinedine, excuse-moi, pourrais-tu nous expliquer comment ça s'est passé? Tu étais en voiture avec lui? J'étais en voiture avec lui. Lui, à la base, il a escroqué une amie qui était une petite amie aussi. Et en vrai, elle m'appelle en pleurs, elle me dit ton copain m'a escroqué, il m'a fait passer ça sur son travail de vente de voiture. En vrai, c'est un chèque sans provision. Ça, moi, je travaille, j'ai rien à voir avec ces histoires-là. Elle m'appelle, elle est en pleurs. Et en vrai, je me dis, c'est pas bien, tu vois. On a fait des bêtises. Mais les sacs à main des petites vieilles. Faire du mal à des femmes ou... Non, 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 on nous, n'était pas dans ça. On n'était pas dans ça. On n'a jamais arraché de sacs à main de vieilles. Tout ça, j'ai pas ça dans mon casier. Pourtant, on va au distributeur, il y a des mamies qui enlèvent des sommes. Non, on n'est pas dans ça. Parce que c'est pas beau. Ça peut être la grand-mère de n'importe qui. Il n'y a pas de couleur qui légitime le vol dans ces circonstances-là. Et en vrai, on a des limites. On a une petite comme mentale quand même. Je vends du stup, ouais, mais je suis pas prêt à tout. T'as des principes. Ouais. Voilà, des principes. Mais après, des faux principes qu'on se donne. Mais ouais. C'est des vrais principes. Parce que c'est vrai qu'on bon, tu commettais pas des choses très catholiques ou quoi, mais quand même, t'avais des limites. Ouais, mais on peut être la cause. Quelqu'un vole dans le porte-monnaie à sa grand-mère pour aller pêcher. Aussi, c'est possible, bien sûr. Il y a ça aussi. Bien sûr. Et indirectement, tu peux être responsable. Quand on rentre dans la conscience du mal qu'on fait aux gens, à la société, tout ça, quand on vend du stup, c'est là qu'on se rend compte, en vrai, on est dans... Aujourd'hui, j'en suis convaincu, c'est l'industrie du diable. Et justement, à un moment donné, vous vous êtes vus. Justement, avec ce mec-là, déjà, je le frappe une première fois, je lui dis, tu vas rendre les sous, tiens le numéro à la fille, va là-bas, va lui rendre les sous, tout ça. Il me fait mine, ouais, t'inquiète, c'est bon. Après, il était plus âgé que moi. Moi, j'avais que la vingtaine, lui, il avait déjà la trentaine. Ça veut dire, déjà, tu te fais casser la gueule par un plus petit que toi, dans un quartier, c'est mal vu. Tu vois, il y a le truc, les gens, ils ont vu, tout ça. Et un jour, je lui dis, vas-y, je vais pas te lâcher, tu vas me donner les sous à la fille, on va y aller ensemble, je vais lui donner. Il me dit, vas-y, mais en vrai, lui, il s'est dit, je vais lui mettre 3 balles, je le jette de la voiture, et puis fin. Il voulait t'assassiner? Ouais, c'était comme même exécution sommaire. Parce qu'en vrai, on s'embrouille dans la voiture, lui, il sort, le ton, il monte, et moi, je sors de la voiture aussi, je suis chaud, il m'a chauffé la tête, ce jour-là. Et en vrai, il me braque, et en vrai, ça fait, ouais, même dans le média des NLC, ça fait du bruit quand ça a été cinématisé par Raf, mais Shahed. Shahed, parce que tout comme un chrétien, il aurait fait le signe de croix, ou le musulman, il va Shahed. Et en vrai, Shahed, je dis, mais j'ai pas peur, tu vas faire quoi? En vrai, je suis pas en tort. Je suis en tort, tu me braques, je vais courir, je suis comme tout le monde, je suis un humain. Mais je suis pas en tort, je vais pas courir. C'est toi, tu vas courir peut-être. Et il me tire dessus, et au début, moi, je crois que c'est des balles à blanc, ou un grenaille. Je crois pas que c'est un truc mortel. Et en vrai, comment je me rends compte que c'est une arme létale? Après, j'ai eu de la chance aussi que ça soit un 6,35, mais quand même, c'est létal aussi. C'est quand il me tire dans la tête, je vois tout blanc. Et quand je me retourne, il est en train de tirer dans le vide et j'entends clic, clic, clic dans le vide. C'est-à-dire, je comprends, il n'a plus de balle. Et je regarde mon ventre, c'est comme je le dis, je l'image dans le bouquin beaucoup, aussi pour faire un peu rire les lecteurs. Je dis que c'est le drapeau du Japon. J'ai un rond comme ça, rouge. Et en vrai, je lui mets 4 crochets, parce que c'est un réflexe. Et je lui dis, ouais, ramène-moi à l'hôpital. Et il me ramène à l'hôpital. Et je sens que plus on avance vers l'hôpital, en vrai, je perds du sang, je perds conscience. Et en vrai, quand j'arrive à l'hôpital,
Même ma réaction, elle est atypique, elle est incroyable. Je crois qu'ils n'ont jamais vu ça aux urgences. Parce que je lui dis à la dame des urgences, je crois que je me suis fait tirer dessus. Parce qu'en vrai, après, je dis, ouais, je me suis fait tirer dessus. Et en vrai, T'avais pas totalement conscience même ouais, de... ouais, j'étais pas conscient. Non, parce que je me suis dit même, je suis pas en tort. du Frérot, à drame, la ouais. base, à l'époque, dans le ghetto, Mm. on tire sur le mec qui est en tort. Ouais, bien Le sûr. mec qui a balance, le mec qui a volé, ou le mec qui a quoi. Si on peut Maintenant, rappeler les faits, tu te t'es dans ton défendais. droit de pas vouloir qu'on escroque ta petite amie ou Bien quoi, sûr. et tu peux te manger une balle pour même des sommes dérisoires en vrai, hein. Mm. C'est des sommes dérisoires, hein. Moi, à la base, les gens ils croyaient que c'était une histoire de stup ou une histoire à 200 000 euros. C'était une histoire à même pas 7 000 euros. Mhm. C'est rien du tout, c'est même pas le prix d'une voiture. Et du fait, il me ramène à l'hôpital et en vrai, je suis opéré 2 fois de suite et j'échappe à la mort en vrai. Parce que même quand il m'opère, je refais une hémorragie interne, pancréas, estomac perforé, tout ça. Et je refais une hémorragie interne et en vrai, il me rouvre le médecin et il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un médecin qui partait à la retraite, Monsieur Lebar, à qui je rends Ouais. hommage dans le livre aussi, qui me dit, j'ai jamais vu ça de De ma toute vie. sa T'es carrière. cliniquement mort. Il m'a dit, cliniquement, t'es mort. Parce qu'il sait l'endroit géographique où, où je me suis fait tirer dessus. Il connaît l'endroit de l'hôpital. Il me dit, attends, c'est incroyable. Zinedine, tu mènes aussi un combat contre Daesh concernant ton fils, Tala. Ouais. Pourrais-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Bah, je me suis installé en Algérie et j'ai une mauvaise expérience, première expérience avec le mariage, où on m'a marié un petit peu parce que je venais de France, parce que j'étais le petit français fraîchement arrivé, et ça m'a pas plu quand j'ai découvert qu'on m'avait marié que pour un compte en banque ou une nationalité, ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai divorcé super vite, et du fait, j'ai épousé une franco-tunisienne, religieusement et civilement. Et au bout d'un an de mariage, à travers un voyage en Tunisie où ses parents étaient partis, je me rends compte que déjà je suis mal accueilli, super mal accueilli. C'est bizarre pour le pays du Maghreb où on est censé avoir des traits à l'accueil très importants. Mais en vrai, c'est par rapport à l'idéologie de mon ex-beau-père pour lui, je suis un laxiste, pour lui, je suis même pas un musulman. Et moi, je connais cette idéologie-là parce que, je l'ai pas dit auparavant, mais moi-même, mon oncle, il a été coupé en morceaux dans les années 90, dans les années noires. C'est pour ça que c'était dur pour nous d'aller en vacances, tout ça. Et que du fait de mon passé, de mon passif et de ma tenue de barbu, c'est sûr que quand je me suis même installé en Algérie, j'ai eu, de par la fiche S en France envoyée par Interpol, un accueil des services secrets algériens. Et en vrai, à tort, ils croyaient que j'avais des idéologies d'extrême. Mais en vrai, ils ont vu quoi? Un musulman qui vient s'installer dans son pays. Mhm. Du fait, j'ai pas adhéré même à l'étranger de l'idéologie de mon ex-beau-père. Mais en vrai, je suis à des années-lumière de me dire que il va formater. Mon ex-femme, elle était enceinte de 6 mois. Je me dis pas, il va formater l'enlèvement de son petit-fils à lui, s'il met le mien, pour le coup, à des fins terroristes. Tu subis un chantage même. On te Exactement. demande que ta femme ait la garde de l'enfant, sinon Bon, on te met en prison. non. Je retourne en Algérie. Elle prend un peu les patins de son père. Moi, je prends les patins de ma religion parce que je ne vais jamais changer ma religion ni pour une personne ni pour une femme. Pour eux, je suis un mécréant. Donc, du fait, moi, je divorce et je parle pas de tout ce qui est terrorisme. Ça, j'ai pas de preuve déjà. Mm. Même dans l'islam, c'est interdit de parler de quelqu'un sans preuve. Tu peux pas condamner moralement ou juridiquement une personne quand tu n'as pas de preuve. Très quadrillé. Et en gros, 6 mois après mon divorce, ça se passe un peu comme en France où j'ai des pensions alimentaires à payer, j'ai le droit de visite, tout ça. Je vois mon fils très régulièrement. Et, euh, et un jour, je reçois sur Telegram des menaces d'un mec. Mais en vrai, au début, je me dis, c'est pas un mec de. Je reçois Des menaces, mais tu des dis pas que c'est messages Daesh. bizarres. Je reçois des messages bizarres. Mais je crois que c'est un client mécontent parce que j'ai un site de vente de miel bio et d'huile. Donc, du fait, moi, je fais. Mais en vrai, quand je clique sur le, le, le profil qui me parle, je vois un drapeau de Daesh bien, que je t'ai envoyé d'ailleurs. Et du fait, il me dit, en gros, soit si tu ne rejoins pas en Libye, on va te tirer, on va t'enlever ton fils, et on va te mettre une balle dans la tête. Et en vrai, pour le décourager, je lui dis, t'es un peu en retard déjà, une balle dans la tête, j'en ai déjà une, mais mon fils, tu parles de mon fils, je vais
À main nue, je vais t'asphyxier. Et heureusement que j'ai un ami à moi qui est colonel à l'armée algérienne et qui a combattu ce même fléau, mais à un autre degré, un degré plus haut et au corps à corps, parce qu'il a valu d'être colonel à que 28 ans. Et je l'appelle directement, je lui dis, frérot, je reçois des menaces de Daesh, je fais comment là, tout de suite? Tout de suite, là, je fais comment? Il me dit, t'es sérieux? Attends, on va faire quelque chose, tu vas au tribunal tout de suite. Moi, j'habitais dans sa ville de natale. Du coup, il m'ouvre un peu la route, je vais voir un procureur super pro, et il me dit, écoute, demain, tu as le jour de visite de ton gamin, par X ou Y moyen, tu me ramènes ton gamin dans mon bureau, le dimanche. Parce que les tribunaux, ils ouvrent le dimanche, où ils sont fermés le vendredi et le samedi en Algérie. Et le lendemain, je pars sur Alger, j'ai une équipe avec moi qui est un peu atypique aussi, même titre que l'histoire tout entière. Un vendeur de stupes et de psychotropes, un mec qui sort de l'armée, ça fait 1 an, un mec qui a un magasin de cosmétiques. Et on me replaque ma voiture, une de mes voitures, et on va à Alger et on va sortir le petit. Et en vrai, moi, comme je dis dans le livre, j'ai une petite présomption d'innocence. Moi, je sais pas encore si mon ex-femme elle a un lien avec ça. Mais très probablement, parce que même le mercenaire, il mentionne mon ex-beau-père, il me dit des trucs sur ma vie que moi, je le connais pas, je l'ai pas fréquenté. Et j'ai jamais fréquenté ces gens-là. D'ailleurs, je lui dis, t'es qui? Donc, preuve que j'ai jamais fréquenté ces gens-là. Et du fait, je vois qu'il en connaît pas mal sur ma vie. Donc, ça peut avoir qu'un lien avec mon ex-femme, mon ex-beau-père. Et de surcroît, quand je vais à mon jour de visite, elle me donne pas mon fils. Alors qu'à chaque fois, je voyais mon fils, il n'y avait pas de problème. Donc, je vois qu'il y a un lien avec ça. Donc, je fais intervenir le commissariat. Je suis à 2 doigts d'exploser la porte avec un ami à moi, mais il me dit attention, sinon la justice ils vont te retourner contre toi. Fais surtout pas ça, parce que ça va se retourner contre toi. Ok. Donc, j'écoute quand même. On fait un petit référendum, mais du coup, mes amis, je prends la raison, tu vois, avant tout. Et le commissariat, ils interviennent, ils lui disent madame, vous ne voyez pas son fils demain, sinon on va vous l'enlever, le gamin. Parce qu'ils avaient eu l'appel du procureur de la veille que j'avais vu. Donc, ils rigolent pas sur ces questions-là. Et du fait, le surlendemain, il me donne mon gamin. Je fais comme il m'a dit le procureur, je le présente à son bureau, tout ça, je porte plainte, je prends un avocat, non. Procédure habituelle, on va dire. Et au bout d'une semaine, 10 jours, moi je dis, par contre, je me sens pas trop en sécurité dans ma ville parce qu'ils savent où moi j'habite. Il t'avait déjà Comme j'ai reçu des investi. menaces aussi. Ouais, j'avais reçu les Donc, menaces, tout ça. donc Je les avais forcément. screenés sous l'injonction du policier qui est donc affilié à la sécurité personnelle du procureur de Borj Bouajarij, que je mentionne dans le livre, qui est à la villa Chesnek, là. Et du fait, je lui dis, moi, je vais déménager, je vous le dis, je vais déménager dans telle région, j'ai une petite fermette avec mon oncle, j'ai une petite fermette en famille, ça se passe bien, j'ai de la famille proche. S'il y a des étrangers qui veulent venir me chercher après mon fils, ça va se voir directement, parce que c'est à l'entrée du désert, un petit peu, pas dans le désert, mais à l'entrée, la région d'Al-Bayad, exactement, Boualem. Et du fait, je déménage, tout ça. Il y a une procédure en amont. Mon ex-femme, sa famille m'accuse de non-représentation d'enfant. À Alors chaque que fois, c'était faux. à chaque fois que je vais au Parce que tribunal, tu je ramène disais, mon enfant. ouais, Et à chaque fois, tu le ramènes. les messages de Daesh que je t'ai fait montrer, je les montre à la justice. Dis-moi, je lâche pas mon enfant dans ces circonstances-là. Ce Surtout, qui est, ce qui est légitime, en vrai. bien sûr. Et à chaque fois, j'ai raison. À chaque fois, on me donne la garde sans aucun droit de visite. Sauf que moi, je sais pas. Moi, je connais pas la corruption en Afrique générale. Hmm. Moi, j'ai grandi en Europe. Je connais pas. Tu payes, tu gagnes. J'ai pas évolué dans ça. Et du fait, le deuxième jour du Ramadan 2021, ce qui correspond 14 avril, je m'en rappellerai toute ma vie, je tombe un peu dans une embuscade, dans une audience un peu montée de toutes pièces, parce que moi, je fais mes courses pour le Ramadan. Et il y a un gendarme, il me dit, tu as une audience, donc je me présente, parce que j'ai pas de raison de pas te présenter. Et je vais avec mon fils, et quand je vois que ça tourne au vinaigre, c'est que dès l'entrée du tribunal, on m'enlève mon fils et on me met les menottes. Donc je comprends qu'il Il y a un truc bizarre qui se y a trame. un truc, il y a de la corruption, il y a de l'argent qui Alors a qu'au été début, posé. ils allaient dans ton sens. Bah oui, j'ai la Et à un garde moment exclusive. donné, ouais. J'ai la garde exclusive. Elle m'a ramené les meilleurs avocats, ils n'ont pas gagné. Et ce jour-là, aussi bizarrement, il n'y a pas d'avocat avec elle. Hmm. Et il y a un huis clos. Hmm. Et moi, il y a pas que ça qui va me faire mettre la puce à l'oreille. Comme j'en parle dans le livre, en vrai, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, c'est que dans l'audience, la greffière, elle est censée que écrire, c'est dans tous les pays internationalement parlant, la greffière, elle écrit, elle se tait. Elle écrit. Elle parle pas.
Pas de loi, elle fait rien. Et elle Là, pleurait là, elle carrément. pleure. Ouais. Là, elle pleure. C'est-à-dire que ton histoire elle était tellement touchante que ça l'a imprégnée carrément. Ouais, ça l'a imprégnée. Et puis elle n'était pas corrompue, clairement. Donc, du fait, elle pleure. La procureure, que je mentionne pour rigoler aussi un petit peu, voilée, mais qui se voile la face, elle dit à mon ex-femme, viens par là, il est un peu dangereux, lui, celui-là, parce que j'étais tout à fait pacifiste. Et Et tu le... travaillais en plus à cette période-là. Ouais, ouais, je Tu travaillais, tout ça. travaillais, tu faisais ton, Ouais, ton petit j'avais ma chemin vie. honnêtement Ouais, ouais, en Algérie. j'avais fait de Tu avais fait un l'import-export, commerce, voilà. j'avais fait d'immobilier par le biais d'un ami à moi qui m'a fait rentrer dans Tu l'immobilier. avais changé de vie carrément, on peut Ouais, dire. ouais, j'ai changé de vie Grâce à ton totalement. fils. Ah, t'as pas les mêmes intérêts de vie quand t'es un Mm, gamin. Tu mets le contact dans ta voiture, tu penses, qu'est-ce mm. que je vais faire pour mon fils, pour ma famille, Exactement. de manière générale. Et c'était important de dire que tu t'es réinséré à cette période-là quand même, Mais grave, que tu ça a n'étais été pas pas. facile, mais on l'a fait en Mm. Algérie. On a fait des choses qu'on, peut-être, on a même, pour nous, on n'a même pas accès. Pour nous, c'est pas de notre niveau social. Moi, pour moi, l'immobilier, c'est un petit monsieur avec une mallette, un petit costume, Mm. 3 pièces et un petit porte-mallette. Mais non, j'étais barbu, j'étais souvent en tunique, en camise, j'étais des fois en pantalon court, mais normal. Tout est possible. L'Algérie, c'est vraiment un pays où tout est possible. J'ai vu des gens partir de rien, monter, et des gens partir de tout et tout perdre. Donc vraiment, c'est un pays où tout est possible. Au niveau, au niveau social, professionnel, j'ai bien travaillé. J'ai même peut-être plus travaillé en 6 ans en Algérie Mm. qu'en toute ma vie en France. Mais je tombe face à ce juge-là, il me dit en arabe, ou soit ton gamin il retourne chez sa mère, ou soit je te mets en prison. En fait, moi, je trouve deux solutions. À sa parole d'agir, c'est pas un jugement, c'est un dilemme. Il n'a pas de droit, normalement, de juger par un dilemme. Mm. Un Tu vrai tranches, chantage, un ouais. juge, un juge, il tranche. Du coup, moi, je lui dis quoi dans le plus grand des calmes? Je lui dis la prison, c'est toujours mieux que le terrorisme pour mon gamin. Ça veut dire que moi, en vrai, je me dis, il y a deux solutions. Soit il est corrompu, dans ce cas-là, j'ai aucune chance, mais il faut au moins sauver la fierté et l'honneur. Mm. Ou soit il me teste une énième fois pour savoir si je suis véridique sur mon discours et que je préfère même aller en prison face au terreau. Donc ça veut dire que Que tu c'est as vrai. raison. Ouais. Ça veut dire que parce que là, il dit, ouais, je crois pas en ta version, alors que j'ai screené les preuves Mm. chez son collègue, Mm. qui est procureur comme lui, qui a fait les mêmes études de droit comme lui, parce que procureur, juge, d'instruction, c'est pareil. C'est le même métier. C'est le même métier, c'est les mêmes diplômes, les mêmes choses. Et du fait, je lui dis, ouais, bah, la prison sera toujours mieux que des terreaux sur mon gamin. Et il me dit, un enferme, je te mets. Il invente même des motifs, hein. Il n'a pas peur, il met non-représentation d'enfant, je suis toujours allé au tribunal durant les audiences, et il met non-respect du tribunal. Donc en vrai, c'est lui qui n'a pas respecté Mm. mes droits et les droits de mon gamin. Mm. Encore pire encore, mes droits, c'est pas grave. Et en vrai, quand j'arrive en détention, rien à voir avec la France, des salles de 60 mecs, 50 anti-français, 50 pro-français. Il y a des mecs qui me disent, tu peux m'écrire une lettre pour ma gonzesse, ça fait toujours plaisir, une lettre romantique en français. Et en vrai, il y a un mec de Daesh dans ma cellule. En vrai, c'est là où j'accepte pas. Je dis non, je peux pas. Mm. Je peux pas. Déjà, je peux pas me taire sur mon combat. J'ai trop un combat à mener et je peux pas être enfermé et dormir à deux, trois Ouais, parce qu'ils t'ont mis en lits. prison. Ouais, ouais, ils m'ont mis en Ils t'ont mis prison en à tort. prison pour 1 an. Mais après, ça va bien se passer, hein. Mm. Dans le sens où, quand je dis ça va bien se passer, euh, j'ai pas de casier en Algérie. Tout le monde sait qu'en vrai, même les gendarmes, ils me laissent téléphoner dans le camion cellulaire qui me ramène en détention, ils briefent les surveillants. Mm. Ils savent que j'ai rien à voir en vrai. Mm. Et en vrai, Et tu parlais du gars de Daesh qui était dans la cellule avec toi. ouais, ouais, qui se vantait d'avoir, ouais, de transporter du bédo à leur compte jusqu'en Libye. Tout ça, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'il avait pas d'intérêt à mentir. Mhm. Et en vrai, je trouve un prétexte, je lui casse sa gueule pour aller au mitard et pour commencer à écrire et pour continuer mon combat. Et Zinedine, aujourd'hui, comment ton fils, comment il va? J'ai des nouvelles. C'est une très belle question, puisque par le biais de mon ex-belle-mère qui a jamais cautionné cette idéologie-là, elle a un peu poussé sa famille à me donner des signes de vie, tout ça. J'ai envoyé de l'argent pour sa rentrée. Je le vois en visio c'est très très jeune, depuis le 30 août dernier. Mhm. Et en vrai, signe qu'il y a toujours de l'espoir et qu'il faut toujours croire en ses rêves et qu'il y a toujours moyen de T'es combattre. toujours dans ce combat, on peut Je suis dire. toujours dans ce combat. Je suis dans D'accord. l'associatif avec donc Teriam, qui est un écrivain originaire aussi de Dreux, qui m'a fait la préface de mon livre
Tu peux le montrer, Tala Zinedine? aux éditions Baudelaire. Et on est au sein de l'association Création, on essaie de sensibiliser les jeunes par le biais de l'écriture Mhm. pour leur donner d'autres perspectives, que ce soit des jeunes de CEF, des jeunes en psychiatrie à cause du cannabis ou des jeunes en détention. Tu vas en prison aussi. Je vais faire l'initiative avec Ah, d'accord, Temperium d'aller d'accord. Parce que en je... détention chez les mineurs aussi, D'accord. pour, euh, pour les sensibiliser, pour faire des ateliers d'écriture avec eux.